Ça me dépasse tellement j'ai la France chevillée au corps. Et malheureusement, je subis le déclassement de la France. Je le vis dans ma chair. C'est-à-dire que je subis cette descente aux enfers de la France. C'est ma descente aux enfers. C'est-à-dire que j'ai été un gars qui vivait au quartier latin et je suis un gars du quartier latin. J'ai été chassé de mon pays. J'ai même été chassé de l'Europe. Je ne peux plus mettre les pieds dans l'espace Schengen. Je vis dans des endroits dont je ne maîtrise pas la langue, qui ne sont pas ma culture, dans des situations administratives qui sont pas si simples que ça, parce que voilà, je suis quand même un Français. J'ai des problèmes de papier, j'ai des problèmes administratifs, parce que c'est pareil, la mondialisation est une escroquerie, ça n'existe pas. La mondialisation, c'est uniquement la mondialisation, je pense, des flux financiers pour l'hyperclasse autorisée. Mais sinon, le monde a jamais été aussi fermé d'un point de vue des frontières, jamais été aussi dur, jamais été aussi un système de surveillance. Il était beaucoup plus facile de bouger discrètement et en passant sous les radars dans les années 80, puisque je suis un type qui a toujours bougé. Aujourd'hui, tout est informatisé de A à Z. Vous êtes logé en permanence, que ce soit par votre téléphone, par les systèmes administratifs technologiques. Palantir n'est jamais que le sommet de tout ça. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un pays, vous rentrez dans son système informatique. Ils savent tout sur vous, ils savent où vous êtes en permanence, etc., etc. C'est-à-dire que le monde, les frontières n'ont jamais été aussi fermées en réalité, et la police, les douaniers n'ont jamais été aussi présents. La police des frontières n'a jamais été aussi présente. On est dans un monde qui est le contraire même de ce qu'on pourrait appeler un monde qui se mondialise, au sens où tu peux être citoyen du monde. Toi, cette idée citoyen du monde, ça existait dans les années 70. Tu décidais de faire la route, tu partais de Bretagne, t'allais en Afghanistan sans te faire assassiner. Je rappelle, les mecs qui traversaient le Pakistan, l'Afghanistan pour aller à Katmandou. Rappelons-nous tout ça, avec quelques traveler chèques. Personne ne les faisait chier aux frontières. Enfin, ça se passait assez bien, puisque moi j'ai vécu la fin de ces trucs-là avec fin 70, début 80. J'ai vécu la fin de ce monde-là. Aujourd'hui, je vous garantis que il faut des visas pour des tas de trucs. C'est un monde policier informatique, c'est-à-dire policier sans présence physique de policier. La France et même le monde est un monde policier qui impose une dictature au nom de la défense de la démocratie, au nom de la protection des minorités. C'est-à-dire que tout est inversé. C'est très orwellien, c'est très bien fait. Et c'est un système de surveillance de masse implacable où des gens très très vite peuvent se retrouver avec une descente de police chez eux parce qu'ils ont créé un groupe de 3-4 guignols sur Facebook et qui s'amusent à vanner. On a vu là qu'ils ont quand même trouvé le moyen en France de mettre des forces de police pour arrêter 45 masculinistes qui s'amusaient à faire des vannes sur les gonzesses sur un fil Telegram ou YouTube. Donc évidemment qu'il y a des types comme moi qui sont en première ligne, mais on est dans un système de surveillance de masse, de police de la pensée extrêmement pénétrante, parce qu'en fait, au début, on s'est dit c'est génial Facebook, on peut draguer des meufs, on peut mettre ses photos de vacances, etc. Mais en fait, on sait très bien que c'était un système de big data, de surveillance, d'ailleurs d'appropriation, puisque tout est à eux. Faut pas oublier. Et moi, quand ils m'ont fait sauter mon Facebook, ils m'ont piqué tout ce qu'il y avait dedans. Et que c'est le monde vers lequel on va, ce monde totalement connecté, qui est un monde aussi de facilitation, puisqu'effectivement tout est connecté. Mais ça veut dire que il n'y a pas le bouton pour pouvoir vous déconnecter si vous voulez vous déconnecter. Même le bouton déconnecter est un faux bouton. Vous restez connecté. C'est comme les mecs qui pensent que s'ils mettent un VPN sur leur téléphone, c'est bon, ils vont échapper, ou que je sais pas quoi, il y a marqué sur WhatsApp que c'est codé du début à la, je sais pas, crypté. Enfin, c'est des conneries. Je veux dire, vous êtes surveillé. Donc, c'est-à-dire que dans le temps, il fallait des écoutes téléphoniques. C'était quand même de la technologie très basique. Il fallait aller installer un magnétophone dans les tuyaux du sous-sol de l'immeuble. Il fallait un mec dans une chambre de bonne avec des écouteurs qui passait les bandes et qui faisait des notes sur un papier qui remettait tous les jours à son supérieur hiérarchique. Vous avez ça dans les films américains des années 70. Aujourd'hui, ça coûte rien. C'est incroyablement performant. Enfin, c'est Palantir, quoi. Je veux dire. Et ça touche absolument tout le monde dans une profondeur. C'est pas pour rien qu'il y a TikTok. Moi, je dis toujours, moi, ce qui me protège d'une certaine manière, parce que les gens disent comment ça se fait que tu t'es pas fait buter. Je n'ai jamais appelé à l'assassinat, au meurtre, etc. Je n'ai jamais touché à tout ce qui est trafic d'armes et j'ai jamais touché d'argent, de puissance comme l'Iran, alors que j'ai été approché. J'ai toujours été autonome économiquement et j'ai jamais touché aux armes et j'ai toujours dit on ne doit jamais appeler au meurtre. C'est un truc déjà où tu sors du respectable parce que tu sais pas dans quel cerveau stupide ça va tomber. Tu vois, un connard qui va rafaler une synagogue, tu vois, ça c'est et tuer quelqu'un qui passait, qui était peut-être même pas de la communauté, comme disait Raymond Barre. Jamais je suis tombé dans ce genre de truc. J'ai quand même toujours resté dans le débat d'idées avec de la provocation. Et d'ailleurs, malgré tout, ils ont réussi à me faire condamner pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. J'ai pris 2 ans en faisant croire que j'appelais à l'insurrection armée parce que je disais, pour me moquer de Chouard, quand on veut faire la révolution, il vaut parfois mieux un M16 qu'un crayon et un papier. C'était
une plaisanterie. Et ce que je remarque, c'est que moi, j'étais condamné à 2 ans pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation en disant que j'appelais à l'insurrection armée, alors que le petit Branco qui a écrit un livre qui s'appelle Insurrection, avec une guillotine dessus et qui passe son temps à dire qu'il veut faire la révolution, il ne lui arrive jamais rien sur le plan justement des poursuites. Et c'est là qu'on voit que quand tu les emmerdes, ils décident que tu les emmerdes parce que tu as une certaine efficacité. C'est ça qui compte. Hein. Quand les gens qui me disent moi je m'en sors mieux que vous parce que j'ai pas d'ennui, je dis ouais, vous en sortez mieux que moi, vous avez pas d'ennui parce que vous touchez 2000 personnes. Et moi j'en touche des millions en réalité. C'est tout ce qui fait la différence. Et moi à un moment donné, j'avais un avocat qui me défendait d'ailleurs gratuitement. Il m'a dit Alain, à partir de maintenant, tu es trop connu, tu seras systématiquement condamné, quoi que et je arrêtais de te défendre parce que c'est la dernière fois où j'ai pu gagner, tu vois. Mais maintenant tu as atteint une échelle parce que Dieudonné, Le Pen, les banlieues, Forisson, enfin c'est simple, hein, le bilan c'est simple, t'additionnes tout ça et il dit maintenant de toute façon tu seras systématiquement massacré parce que tu as accumulé, tu as empilé les caisses pour monter, pour monter à une certaine altitude et ces caisses c'est simple, c'est Le Pen, Dieudonné, Forisson, les banlieues, l'Iran, la Corée du Nord, enfin le Hezbollah, pati pata. Et là, ça veut dire qu'à un moment donné, tu es irrécupérable. C'est-à-dire qu'aucun juge, même un juge de la Cour de cassation à la veille de la retraite, ne peut pas te donner raison, même si tu as raison de façon évidente, logique, comme c'est très souvent. La justice française, l'organisation juive européenne, c'est 50 avocats qui listent en permanence toutes mes sorties et mes saillies sur X et qui par paquet déposent plainte. Alors c'est 600 pages hein, de tout ce que j'ai pu dire qui tomberait sous le coup de la loi pour incitation à la haine, provocation à la haine, et à chaque fois c'est des procès, des condamnations qui s'accumulent. Je cumule 9 ans de prison en France, 9 ans. Hein. Et donc la liberté de Musk, c'est pas la liberté par rapport à la loi, c'est la liberté justement de vous faire choper par la loi, parce que quand on vous ferme le clapet, je rappelle aussi, c'est pareil. Moi on m'a viré de YouTube, on m'a viré de PayPal, on m'a viré de tout. Alors j'y arrive encore parce que l'air de rien, on est dans quelque chose qui s'appelle officiellement une démocratie où ça ne peut pas. C'est comme les gens qui disent normalement si t'étais ce que tu dis vraiment, t'aurais déjà buté. Je dis mais ça marche pas forcément comme ça. On te bute si tu es pris dans des crimes de sang, des trafics d'armes et des choses comme ça. Mais par contre on sait te travailler, c'est-à-dire te disqualifier, te diaboliser, te ruiner, te déprimer, etc., etc. C'est quand même plus subtil. Et malgré tout, le site Égalité-Réconciliation existe toujours, la maison d'édition Contre-Culture existe toujours, parce qu'on est quand même dans un état de droit où ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Mais il y a des cons qui à mort. Bon, déjà les types ils te disent que tu serais mort, ou t'aurais coulé ta maison d'édition. Je dis oui, ils essayent. On a un redressement fiscal de 250 000 € en ce moment. Redressement fiscal de 250 000 €. J'imagine bien que c'est ça excède de beaucoup notre réalité économique. Donc ça aussi, un des trucs les plus insupportables, c'est pas les attaques de l'ennemi, parce que l'ennemi il est identifié, je connais ses méthodes, sa personnalité, je lis en lui comme dans un livre ouvert. Ce qui est insupportable, merdeux, qui se permettent des commentaires au-dessus de leurs moyens d'une certaine manière, tu sais, les petits malins là, tu sais, et gna gna gna. Alors à un moment donné, j'avais qui viennent de chez moi d'ailleurs, qui disaient que j'étais payé par les Lubavitch par exemple, et que donc pour cacher que j'étais payé par les Lubavitch, les Juifs arrêtaient pas de me condamner, tu sais, c'était pour me faire une couverture. Une vie de dissident jusqu'au bout, ça a un prix. Et ça a un prix psychologique qui est la lutte contre la dépression, la lutte contre la tentation du suicide, l'angoisse physique. Il faut savoir ce que c'est que l'angoisse. Se réveiller en étouffant parce que d'un seul coup tu travailles au milieu de la nuit et tu te dis mais où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui m'arrive? Quel est mon avenir? Tu guettes les bruits, tu sais pas si c'est la police. Tu sais il faut savoir ce que c'est que des flics qui débarquent chez toi sans prévenir, qui t'arrêtent, qui te fouillent, retournent tout ton appartement, qui te piquent tous tes ustensiles de travail, tu vois. Moi je l'ai vécu plusieurs fois, tu vois. Il faut le vivre ça, tu vois. Les descentes de flics, alors évidemment j'ai pas fait des longues peines de prison et c'est pas un sport, tu vois. Il y a un mec qui s'appelle Carlos, tu vois, le Carlos, pas le chanteur, hein, le Carlos le grand résistant anti-impérialiste vénézuélien. Ça fait 30 ans qu'il est en prison, ils l'ont mis au secret pendant des années. Un type comme Mordechai Vanunu qui a dénoncé l'atome militaire de Dimona, tu sais, qui est un Israélien, hein, il a passé 18 ans en isolement. 18 ans en isolement. Le mec, il a dit pendant 18 ans, j'étais assis, je regardais le mur comme on attend un train. Et dès qu'il est sorti, il a recommencé à les faire chier, tu vois. Je veux dire, je ne suis pas au niveau de ces gens-là. Déjà, moi, j'ai fui aussi des persécutions d'argent que je n'honore pas, ce qui me met aussi dans une situation très compliquée sur des tas de sujets. Et puis, j'ai la chance d'avoir quand même des gens qui cotisent un peu parce que ce que je fais les intéresse. Il y a notamment alain-soral.com, mon site personnel auquel vous pouvez vous abonner, et cet argent me permet de vivre. Hein, c'est alain-soral.com, c'est des abonnements, parce qu'ils ont détruit tout le système de financement associatif. La fiscalité a décidé que c'était du commercial déguisé, ils nous ont tout flingué et ils nous ont tout pris.
Parce qu'il faut voir aussi qu'à des moments, les mecs, tu te fais chier à monter une économie, et le fisc français te trouve ils te mettent une à lunettes de 35 ans de gauche qui est affectée au fait de te détruire, tu vois. Ça, c'est le premier moyen de destruction politique en France, c'est le fisc. Ils ont les moyens de police les plus étendus, tu vois. Et tu peux te faire travailler pendant 2 ans sur comment essayer d'expliquer qu'en fait, t'es un délinquant économique, alors que t'es un petit patron de PME de quelques dizaines de milliers d'euros, et ils te flinguent tout ton truc, tu vois. Et c'est ce qui m'arrive à peu près. Donc là, j'ai réussi à rebondir avec alain-soral.com parce que j'ai quand même une équipe de gars qui me suivent et qui m'aident. Je suis pas tout seul. Tout seul, c'est impossible. C'est le problème même du réfugié politique. Je suis une monnaie d'échange à tout moment, tu sais, dans un deal, tu vois. Donc je suis quelqu'un qui est dans une extrême fragilité au sens objectif du terme. C'est-à-dire que je suis un individu fragile, et toute ma force, je la tire de ma puissance intellectuelle en réalité. Et quand je fais travailler mon cerveau, j'oublie toute ma précarité, toute ma fragilité, mon peu d'avenir. Mon avenir se restreint de plus en plus. Ma potentialité géographique. Maintenant, je réfléchis les endroits où je peux aller, les pays où je peux aller. Il y en a très peu. Je vais même pas vous les dire ici, mais il y en a très très peu, parce que il y a des accords d'extradition. Moi, je suis poursuivi avec un mandat d'arrêt, et en France et en Suisse. Donc ça veut dire avec les accords d'extradition, l'espace Schengen, etc. Il y a très peu de pays où je peux aller en toute quiétude me poser. Et puis même en toute quiétude, des pays dont je maîtrise pas la langue. Et je suis potentiellement un emmerdeur partout. Faut pas oublier, un emmerdeur partout. C'est quelqu'un qui a une grande gueule, qui est difficilement achetable. Aussi, il faut pas oublier, c'est-à-dire que même les cons là qui disent Soral est un agent russe parce que depuis qu'il est en Russie, les mecs ils ont même pas suivi. Depuis que je suis en Russie, j'ai jamais dit autant de critiques sur la Russie que j'en ai jamais dit, parce que comme je suis sur le terrain, je vois qu'en réalité le contre-empire russe intéresse très peu de Russes, puisque les Russes sont dans la survie ou alors ils sont dans l'oligarchie. Alors le peuple, ce qu'il veut lui, c'est survivre, et la Russie a toujours été un pays très dur. Donc les grandes visions géopolitiques mondiales, ça les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est manger, des choses comme ça, avoir un boulot. Il n'y a pas de droit du travail là-bas, faut pas oublier. C'est pas que voilà, vous pouvez perdre votre boulot du jour au lendemain. Et puis les oligarques, comme la Russie est un pays très dur, très froid, très dur, les oligarques, ils font comme ils ont fait toujours les élites russes. Et ben ils veulent être dans d'autres pays plus agréables, qui s'appellent la France, l'Angleterre, Monaco, etc. Donc entre les deux, vous avez quoi? Vous avez Poutine et sa vision, qui est un type qui vieillit, relativement isolé, qui a une guerre d'Ukraine qui fait que la jeunesse a peur de la conscription qui va venir, que la jeunesse est emmerdée aussi d'un pays qui se ferme et aimerait pouvoir aller dans des pays où il y a plus de soleil et plus de plages, en Thaïlande, au Vietnam, etc. C'est la réalité. Et puis une oligarchie que Poutine a muselé sur le plan politique, mais qui est restée au pouvoir sur le plan économique. Je le dis ici, les contrôlent toute l'économie russe. Ça n'a jamais cessé. Simplement, Poutine leur a dit de ne plus se mêler de politique parce qu'ils avaient fait trop de dégâts sous Elstine. Mais ils n'attendent qu'une chose, c'est de revenir. Et quand vous avez l'argent, c'est pas très dur d'avoir la politique qui va avec. Donc ayez conscience de ça. Et la guerre d'Ukraine emmerde beaucoup de la jeunesse parce qu'ils ont peur de la conscription et qu'ils peuvent plus voyager, les petites erreurs du passé, que le système est relativement implacable. Je suis sans espoir d'une certaine manière, qui veut pas dire du tout désespéré. C'est-à-dire qu'il faut mener le combat de témoignage, d'explication jusqu'au bout, avec l'idée que c'est ça le sens de la vie. Et quand j'en parle avec Dieudonné, c'est pour ça qu'il est devenu très chrétien aujourd'hui, c'est que pour que ça ait un sens, il faut penser qu'il y a quelque chose de plus important qui s'appelle la vie après la vie après la vie. Parce que s'il y a rien du tout, c'est difficile de trouver la justification, mais il y a quand même l'œuvre. On va dire, il y a quand même l'œuvre. Moi, je me dis, bon, ce que me disent les gens souvent, c'est t'as fait le boulot, t'as formé des jeunes, tu as la transmission, qui est une Est-ce que vous pensez que la foi vous aide dans ces épreuves? J'ai pas la foi au sens que j'appelle les têtards de bénitier là, mais je pense que forcément, à un moment donné, tu te dis, je suis poussé par quelque chose qui me dépasse. Alors il y a des gens qui disent oui, Dieu a un destin pour toi, il faut que tu saches lire les signes. Il y a des gens qui prient pour moi, des choses comme ça. Donc je me dis bon, je vais faire l'effort de les croire parce que ça te donne un certain. Il faut trouver du courage pour continuer à avancer. Et puis je me dis maintenant, ça serait con d'arrêter maintenant parce qu'il y a des gens qui me disent Alain, t'en as fait suffisamment. T'es dans un pays étranger qui est moins hostile. À la limite, calme-toi, prends ta retraite, etc. Et là je dis moi la chose dont j'ai le plus peur, c'est de m'ennuyer. Il faut comprendre à un moment donné son âge, son parcours. C'est facile d'en avoir
avoir rien à foutre de la question de la guerre d'Algérie, de la décolonisation, etc. Aujourd'hui, franchement, un mec de 20 ans qui va se passionner pour la question de l'OAS ou du FLN, je te dis, qu'est-ce que tu vas te faire chier avec ça, mais par contre, il y a des mecs, ça a foutu leur vie en l'air, tu vois. Moi, je connaissais chez Le Pen des types qui avaient été des pionniers, tu sais, de la conquête algérienne, c'est-à-dire qui avaient quand même construit ce pays en redroussant leurs manches, avec évidemment une brutalité coloniale qu'il faut pas y aller deux, tu vois. Et à un moment donné, qui sont partis de main devant, une main derrière en 60, en faisant 3-4 mecs de leur famille qui se fait égorger. Je comprends que moi, quand je parlais d'antiracisme, ils étaient un peu tendus, tu vois. J'avais quand même la conscience que il fallait quand même respecter un peu la définition qu'ils donnaient eux à ces mots-là, tu vois. Et ça aussi, c'est l'intelligence, c'est quand même ça. Hein. C'est de comprendre que les mots n'ont pas le même sens pour les uns et pour les autres. Tu vois, moi, j'ai toujours été très passionné par Staline, mais c'est normal. Je suis un branché français. Staline ne m'a jamais rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends que pour Solzhenitsyn, c'est pas la même chose, tu vois. Donc je vais pas me foutre de la gueule de Solzhenitsyn parce qu'il aime pas Staline. Alors que moi, je pense que Staline, c'est ce qui est arrivé de mieux à la Russie. Avant Poutine, et que les Russes méritent Staline parce que c'est tellement un peuple, je vais pas le critiquer, mais sans un mec comme ça, ils bougent pas leur cul, tu vois. Ils ont besoin de ce genre de type, tu vois. Pierre le Grand, Staline, Poutine, et c'est pour ça que quand un Français de la moyenne bourgeoisie supérieure parisienne parle de Staline comme s'il était consterné, ça me consterne. Je dis pour un ouvrier ancien moujik russe né dans les années 1910. Staline a été un bienfaiteur pour lui, tu vois. C'était un bienfaiteur, c'est pour ça qu'il a pleuré sur sa tombe. Tu vois, c'est même ça je dirais la vraie intelligence pour moi, c'est ça, c'est de comprendre que les concepts sont habités, sont vécus par des gens qui sont pas au même endroit, à la même époque, la notion de point de vue, tu vois. Et que moi, quand par exemple, je fais l'apologie de la Corée du Nord, parce que je me dis c'est un petit pays de 25 millions d'habitants qui ont fait face à l'agressivité japonaise, à l'agressivité américaine, à la puissance chinoise, etc. Et qui malgré tout ont trouvé après l'effondrement de l'URSS et la période spéciale qui a été catastrophe pour eux, ont trouvé le moyen de mettre en place une espèce de petite aventure qui s'appelle le Juche et que je trouve très intéressant, très respectable. Et ça m'insupporte un con qui dirait moi j'aimerais pas vivre en Corée du Nord. On t'a pas demandé de vivre en Corée du Nord, connard. Les Corées du Nord ne veulent pas de toi. Les Coréens du Nord, ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. Tu vois, c'est tout. Et ça a été quand même toujours ça, quelque part mon boulot, c'est de comprendre les points de vue et après d'essayer de comprendre ceux qui sont plus ou moins respectables, plus ou moins fondés. Et ce qui m'a toujours gonflé, c'est les ultra-libéraux, les ultra-communistes, les ultra-gauchistes, enfin tous ces mecs qui sont dans l'hystérie de l'abstraction totale, tu vois. À un moment donné, le monde réel, faut se le coltiner, tu vois. Il faut mettre un peu d'eau dans ton vin, mais pas trop. Tu vois, c'est l'idée aussi, c'est de pas devenir un marchand de poison, quoi, tu vois. Et en ce moment, de ce point de vue-là, je m'enrichis beaucoup parce que j'étais obligé de beaucoup bouger ces derniers temps. J'ai pas été qu'en Russie, je me suis retrouvé jusqu'au fin fond de l'Asie centrale. Et en fait, j'ai écrit 2 textes pour ceux qui payent d'ailleurs l'abonnement. Sur mes 2 derniers textes, c'était sur, je crois, douceur de vivre et faibles écarts sociaux. Tu vois, c'était une théorie assez simple, c'est-à-dire qu'en fait, le monde, c'est le tiers-monde. Le tiers-monde est absolument partout, et le monde, c'est le tiers-monde avec des îlots scandaleux de prospérité un peu partout. Mais en fait, dans le monde actuel, c'est un monde de misère à peu près généralisé, avec des îlots de super prospérité arrogante et problématique d'ailleurs, tu sais, un peu partout. Et en fait, nous, on n'avait pas conscience de ça parce que la France, l'Italie, un peu l'Espagne, l'Allemagne échappaient à ça. On était des pays justement qui étaient pas comme. Alors tu découvrais ça quand tu allais en Amérique latine. Tu disais ouais, le Brésil, c'est comme ça. C'est une bourgeoisie comprador hyper riche, qu'on n'a rien à foutre de son peuple et des crevards, c'est-à-dire la misère. Et en fait, tu découvres que le monde entier, c'est des miséreux qui se font maltraités ou humiliés ou méprisés par des riches. Qui n'ont pas besoin d'être des colons, je rappelle, ça aussi c'est une escroquerie. On n'a pas eu besoin de la colonisation pour que les riches des pays les traitent les pauvres des pays comme de la merde. C'est un peu le projet pour l'Europe aussi. On a l'impression qu'il y a un acharnement sur la classe moyenne jusqu'a sa disparition afin que tout le monde ne soit qu'une masse pauvre. En fait, la paix civile, la fraternité et le bien-être est forte et consubstantiel à une classe moyenne importante. Et plus la classe moyenne se réduit vous a perdu. Je reviens là un peu. Ouais, c'est bon. Super. C'est drôle. C'est drôle parce que c'est dans l'esprit, c'est dans l'esprit. Si la technologie marchait parfaitement, ça aurait occulté cette réalité dans laquelle je suis et cette espèce de précarité, cette fragilité, le fait que je suis quand même tributaire de la technologie.
tu vois, qui joue avec moi et avec mes nerfs, tu vois. Comme tout ce qui est dialectique, c'est très ambivalent. C'est que tu as le côté très positif, le côté très négatif, et tu peux pas séparer l'un de l'autre, quoi. Hein. C'est comme voilà, YouTube a permis de vivre des tas de choses, et en même temps, ça a mis en place une surveillance, et tu étais obligé d'accepter les deux dès le départ, pratiquement. On savait à peu près où ça nous menait, mais en même temps, on s'en serait pas passé pour autant. Et là, c'est pareil. Et les gens qui te disent la vraie solution, la vraie sagesse, c'est de se sortir de tout ça et de vivre, tu sais, comme Unabomber, tu sais, tu vis dans une petite cabane dans la forêt en autarcie totale. Moi, j'ai rien contre. Je suis content quand même là de pouvoir un peu surfer sur le net, que ça me met de me loger en permanence.